Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je te présente le jeu Dinosaur Island, qui est dans le fond le jeu Jurassic Park, le jeu de société. Dinosaur Island, c'est un jeu de type placement d'ouvriers, c'est un jeu de type sélection de dés, draft de dés. Il y a des gestions des pouvoirs à aller chercher, des habiletés à se développer, il y a beaucoup de ressources à gérer. On va avoir un aspect puzzle à aller placer des tuiles sur un plateau pour se développer un parc qui grossit. On va avoir des visiteurs à gérer. C'est un jeu de type lourd. C'est un jeu de type euro. C'est développé par Pandasaurus Games. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. On dit 1h30 à 2h pour la partie. Je dirais que ça va dépendre des objectifs qu'on se choisit. L'une des particularités du jeu dans sa mise en place, je vais le montrer dans quelques instants, on peut choisir la durée de sa partie en choisissant des objectifs qui sont de durée courte, moyenne ou longue. Les longues, on va parler de parties quand même de presque 3 heures à 3-4 joueurs. Les courtes à 2 joueurs, oui, ça peut rentrer en 90 minutes. Là, ça a de l'allure. Donc, gros jeu euro. Plein de matériel, c'est la 2e édition qui sort. La différence entre la première et la 2e édition, c'est principalement les petits meeples qui viennent avec le jeu. On a des meeples personnalisés selon les types de dinosaures qu'on va avoir à faire, les carnivores, les herbivores ou les gros carnivores, plutôt qu'un seul type de meeple dans la première édition. Il y a du petit peaufinage au niveau de la façon dont les règles sont écrites. Mais bref, après avoir dit tout ça, comment ça fonctionne ce jeu-là? Fait que comme d'habitude, je te montre comment on installe le jeu. Je t'explique comment y jouer le mieux que je peux. Et je te reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Et comme on est lundi, il va également avoir des règles de concours à la fin. C'est un jeu qui a beaucoup de composantes, fait qu'on va vraiment décomposer la mise en place étape par étape. Il y a plusieurs plateaux, il y a 3 plateaux neutres et chaque joueur va avoir 2 plateaux personnels. Dans les 3 plateaux neutres, le premier, ça va être le plateau phase 1. Une des premières choses qu'on va avoir à faire sur ce plateau-là, c'est d'aller placer nos tuiles de recherche de dinosaures. On va avoir 3 piles de tuiles à placer. On a notre pile d'herbivores, on a notre pile de petits carnivores et on a notre pile de grands carnivores. On va tout simplement aller brasser ces piles-là et les placer sur leur zone respective sur ce plateau-là. On va révéler la première tuile de chaque pile. Ça va donner quelles sont les recettes de développement de dinosaures accessibles en début de partie. Fait que j'ai un brachiosaure, un cératosaure et un spinosaure. Ensuite, il va y avoir une réserve de dés qui vient dans le jeu. De cette réserve de dés-là, on va en prendre 2 au hasard par joueur plus 1. J'installe une partie à 2 joueurs. Donc, je vais en sélectionner 5 pour la partie. Les autres, je les retourne dans la boîte. J'en aurai pas besoin. Ensuite, à la surprise générale, on va avoir le plateau phase 2 à aller préparer, qui est un plateau où on peut acheter des améliorations. On va avoir d'abord 4 tuiles à placer sur ces 2 cases-là, qui sont le DNA Research 2 et le Dino Research 2. Fait qu'on va tout simplement aller chercher ces tuiles-là, on peut les mettre face ouverte, les placer sur la case correspondante. Ici, je vais avoir 3 piles à préparer, 2 piles de tuiles, 1 pile de cartes. J'ai les améliorations laboratoire, les attractions, les spécialistes. Dans les améliorations de laboratoire et les attractions, je vais commencer par aller retirer toutes les tuiles qui sont 3 joueurs ou plus ou 4 joueurs ou plus quand on joue une partie à 2, évidemment. Si on joue une partie à 3, on inclut les 3 plus, une partie à 4, les 4 plus. On brasse les piles respectives, on les met sur leur zone appropriée. Je précise que le paquet de cartes de spécialistes, lui, on va l'utiliser au complet à chaque partie, fait qu'on fait juste le brasser puis on le place ici. Quand on a fait ça, on va aller faire nos premières rangées d'options à sélectionner. On va piger les 4 premières tuiles de la pile d'amélioration de laboratoire. On va tout simplement les révéler vis-à-vis les 4 rangées qui sont ici et qu'on voit avec le 2, le 3, le 4 et le 5$. Qu'on va aller en placer une dans chaque rangée. Ensuite, on va aller placer on va faire la même chose avec les attractions, mais eux, on va aller faire attention, on va aller voir le coût d'achat, puis on va les placer dans l'ordre du moins cher au plus cher. Fait que donc 3, 7, 9 et 9. Et on va piger 4 cartes de spécialistes qu'on va aller placer dans l'ordre qu'on les a pigées. Fait qu'il y a juste les attractions qu'on a une règle à respecter quand on les place. Dans les 2 autres cas, on fait juste
placer les cartes ou les tuiles qu'on a pigées dans l'ordre qu'on les a pigées. Ensuite, il va y avoir un plateau, on va avoir différentes valeurs comptées. Il y a l'ordre de tour de jeu qui est important dans ce jeu-là, le niveau d'excitation, d'attraction de mon parc et les points de victoire qu'on va compter. Chaque joueur va aller se placer un petit cube sur le 1 pour le niveau d'attraction du parc. Chaque joueur va aller se placer un petit cube sur le 10 pour les points de victoire. C'est là qu'on commence. C'est pour ça que la case est un petit peu plus foncée. Pour l'ordre de tour de jeu, dans le fond, on dit le dernier joueur à avoir extrait de l'ADN d'un moustique pour en créer un dinosaure va commencer, sinon on peut y aller avec le dernier qui a visité un parc d'attractions. Fait que ça c'est juste pour le placement qu'on va avoir à faire. On va avoir des plot twists qui vont venir affecter toute la partie. Fait que de ce deck de cartes là, on va piger 2 cartes, on va les révéler et ce sont des effets qui vont affecter toute cette partie, tout au long de la partie. On va les mettre en jeu pour que chaque joueur puisse les voir de façon visible. Le reste du deck, on ne s'en sert pas. Et la dernière chose qui va rester à faire, c'est d'aller placer ses objectifs. Dans Dinosaur Island, on peut décider la longueur de partie qu'on va avoir. C'est les objectifs qui vont déterminer la fin de la partie. Fait qu'on peut décider de prendre le deck de cartes Short Game, Medium Game ou Long Game. Disons que dans mon cas, je vais prendre la partie Short Game, on brasse ces cartes-là et on pige une carte par joueur plus 1. Une fois que c'est fait, ben, on les révèle et on sait que ce sont les objectifs qu'on va tenter d'atteindre pour mettre fin à la partie et scorer un maximum de points. Quand ça c'est fait, le placement général est fait, il reste à faire le placement individuel de chaque joueur. Petite chose à placer rapidement, le jeu va venir avec un grand sac Dinosaur Island. Dedans, on va aller placer tous nos visiteurs. On va avoir des visiteurs jaunes qui sont les clients habituels, puis les roses qui sont des voyous qui vont tenter de nous voler de l'argent, de profiter des attractions sans payer. Fait qu'on va placer tout ça dans le sac. Donc au niveau du placement individuel, chaque joueur va avoir 2 plateaux. Il y en a un des deux qui c'est notre parc d'attractions en tant que tel. Fait qu'on peut avoir des attractions à l'intérieur de nos parcs, on peut avoir des enclos avec des dinosaures qui vont être dedans. Nos enclos vont avoir un nombre d'espaces maximum de dinosaures. En début de partie, on commence avec un dinosaure maximum dans cet enclos-là. J'ai le coût en ADN que ça coûte pour créer d'autres dinosaures de ce type-là. J'ai le niveau d'intérêt pour mon parc qui va monter à chaque fois que j'en crée un. Le nombre de points de victoire que ce dinosaure-là va me rapporter en fin de partie. Et son niveau de menace, le point rouge. En début de partie, chaque joueur va commencer avec un dinosaure, un herbivore. Il va prendre donc le meeple qui vient de ce type de dinosaure-là. On a également dans cette deuxième édition-là des meeples différents pour les petits carnivores et les gros carnivores. Donc évidemment notre bon vieil ami le tyrannosaure. Donc on place notre dinosaure ici, puis pour notre parc d'attractions en tant que tel, c'est tout ce qu'on a à faire. Pour le deuxième plateau, ben là, on a notre laboratoire. Dans notre laboratoire, on a plusieurs informations. En plein centre, on a nos améliorations de laboratoire, des actions que nos ouvriers vont pouvoir prendre. On a 4 qui vont pouvoir se modifier en cours de partie. Il y en a même 2 qui commencent vides. On va pouvoir aller se placer des tuiles là. On en a 2 qui vont toujours être là tout au long de la partie, mais qu'on peut améliorer. À droite, on a 2 pistes. On a notre piste de niveau de sécurité. Fait que est-ce que notre parc d'attraction il est safe, il est sécuritaire? Puis on a notre niveau de menace. On a vu qu'on a un dinosaure avec un niveau de menace de 1. Donc on a présentement un niveau de menace de 1 qui est juste ici. On a des petits cubes de notre couleur pour les identifier et tout est renfoncé. Fait que les cubes vont bien tenir. Les positions de départ sont d'ailleurs rappelées par une case qui est un petit peu plus foncée. Du côté gauche, on va avoir les types d'ADN qu'on va avoir. Il y a 6 types d'ADN qu'on peut avoir. On a des cubes noirs qui identifient c'est combien le nombre maximum d'ADN de ce type-là qu'on peut avoir présentement. C'est également rappelé par une case plus foncée en début de partie. Fait qu'on va vouloir augmenter ces valeurs-là pour pouvoir avoir plus d'ADN en même temps du même type. Et on a un nombre d'ADN qu'on possède de chacun des types. Si on a de la misère avec les couleurs, tous les types ont des symboles différents. Fait que les ADN de base, il y a le tour qui est différent. Même chose pour les ADN avancés. Il y a le tour du symbole qui est différent. On va commencer avec 0 des 3 ADN avancés, 1 des 3 ADN de base, un maximum de 3 pour la base, un maximum de 1 pour les avancés. Quand ça c'est fait, ben notre plateau il est prêt. Les petites choses qui restent à faire, chaque joueur va commencer avec 15$. Plus 1 par position qu'on est dans l'ordre de tour de jeu. Fait que si on est le deuxième joueur, c'est 16. Si on est le troisième joueur, c'est 17. On a évidemment une petite réserve d'argent qu'on se garde pas loin du plateau de jeu. Les joueurs vont commencer avec des ouvriers. Chaque joueur en a 9. Il y en a un qui est déjà placé sur l'ordre de tour de jeu. Il y en a 4 qui vont être disponibles en début de partie. Puis il y en a 4 qu'on va se mettre hors de sa zone de jeu, qu'on va tenter de les recruter pendant la partie. Les joueurs ont 3 scientifiques qui sont représentés par des pions en forme d'hexagone. On va les garder. On s'assure que chaque joueur soit scientifique numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le chiffre est très important.
Et on va avoir des petits jetons d'objectifs. Quand on atteint les objectifs, on va mettre ces jetons-là dessus pour montrer qu'on a atteint cet objectif-là, qu'on va marquer un nombre de points de victoire. Dans notre partie, comme on a 3 objectifs maximum qu'on peut faire, on a besoin de 3 de ces jetons-là. Chaque joueur va avoir également un petit set de jetons comme ça qui indique tout simplement qu'on a atteint le maximum d'une piste. Par exemple, si je suis ici, ben ça veut dire que présentement j'ai un niveau de menace de 11. J'ai la même chose pour celui-là ici, puis j'ai la même chose pour les points de victoire. Fait que quand tous les joueurs ont le matériel, ben là on est prêt à commencer notre partie. Maintenant, comment gagne-t-on dans Dinosaur Island? Dinosaur Island, c'est un jeu où on va vouloir marquer des points de victoire. Fait qu'on va suivre cette piste-là. Celui qui va en avoir le plus à la fin de la partie va l'emporter. La fin de la partie va se déclencher quand on a 2 des 3 objectifs qui sont atteints par un joueur. Dans un round donné, quand un joueur atteint un objectif, si par exemple mon joueur rouge à un certain moment a 7 ouvriers, ben cet objectif-là va être atteint. Dans le même round, les autres joueurs vont pouvoir tenter d'atteindre l'objectif. Dans le même round de jeu, c'est très important. Si à la fin du round, il n'y a personne qui atteint cet objectif-là autre que le joueur rouge, ben cet objectif-là il est barré. Il y a juste le joueur rouge qui va marquer les 6 points de victoire à la fin de la partie. Quand on a 2 des 3 objectifs qui ont été atteints, que ce soit par un ou pour plusieurs joueurs, la fin de la partie va être déclenchée. On va jouer un round supplémentaire. On va terminer le round en cours, puis on va compter les points de victoire. Je précise qu'on joue jusqu'à temps qu'il y ait une carte qui reste qui n'est pas atteinte. Donc, si on joue une partie à 4 joueurs, on va avoir 5 objectifs. Donc, il va falloir faire 4 des 5 objectifs pour mettre fin à la partie. À la fin de la partie, on va compter, dans le fond, tous les points de victoire qu'on va avoir marqués pendant la partie. À ça, on va additionner d'autres points de victoire. On va avoir des points de victoire pour toutes les attractions qu'on va avoir construites, qui vont avoir des petites étoiles. On va aller marquer des points de victoire. Dans nos réserves de dinosaures, dans nos enclos de dinosaures, on va aller multiplier le nombre de dinosaures qu'on a par la valeur en points de victoire de chacun des dinosaures. Fait que les brachiosaures vont me rapporter 2 points de victoire pour chacun des brachiosaures que j'ai. Et si on va pouvoir construire des améliorations, on va avoir un enclos de plus en plus large, fait qu'on va pouvoir avoir plus qu'un dinosaure dans chaque enclos. Alors que, par exemple, le spinosaure, ben, chaque spinosaure va me valoir 7 points de victoire. On va également avoir les points de victoire de nos objectifs, fait que chaque joueur qui a réussi à atteindre cet objectif-là, je précise pour qu'il y en ait plusieurs, ou je rappelle plutôt, pour qu'il y en ait plusieurs qui atteignent le même objectif, il faut que ça soit fait dans le même round, ben chaque joueur va avoir 6 points de victoire, puis on a une petite conversion de dollars qui va se faire, qui va être 5$ pour 1 point de victoire, puis celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Je précise également qu'il peut avoir une pénalité de points de victoire. Si on construit un enclos de dinosaures et on n'a aucun dinosaure dedans à la fin de la partie, c'est très décevant pour nos visiteurs, fait que cet enclos-là va nous rapporter, ben en fait, va avoir une pénalité de 10 points de victoire, qu'on va faire moins 10 points de victoire, au lieu d'en faire par exemple 2 si on avait eu un dinosaure de construit ou d'évoluer dans cet enclos-là. Fait que c'est comme ça qu'on gagne à Dinosaur Island. Maintenant, il ne reste que les règles. Donc, la première phase du jeu est la phase de recherche. La phase de recherche va commencer avec le joueur actif qui va lancer tous les dés d'ADN qu'on s'est choisis en début de partie. Fait que ça va ressembler à ceci. On distribue les dés d'ADN sur la piste jaune dans le haut, Available DNA. Puis on s'assure qu'il y a un dé qui est face à chacun des hexagones. Et quand c'est fait, ben, les joueurs, en commençant par le joueur blanc, vont utiliser leurs 3 scientifiques. Commençant par le joueur blanc parce que c'est lui le dernier à avoir découvert de l'ADN dans un moustique. Fait que quand les joueurs vont avoir placé leurs scientifiques, ils ont 4 endroits où ils peuvent aller. La valeur du scientifique est très importante. Le premier endroit où ils peuvent aller, c'est qu'ils peuvent aller chercher des dés d'ADN. Les dés d'ADN ont différentes valeurs dessus. Des fois, il y a des phases spéciales sur lesquelles on va revenir. Fait que quand on va placer un dé d'ADN, on va tout simplement aller multiplier la valeur du scientifique que j'ai placé par le nombre de symboles d'ADN qu'il y a dessus. Dans ce cas-ci, je vais avoir 2 fois le petit bleu pâle, fait que je gagnerais 4 ADN de ce type-là. Ici, je gagnerais 4 ADN que je pourrais choisir parmi les 2 couleurs, les 3 couleurs d'ADN de base qui sont sur ce dé-là. Ainsi de suite. Je ne peux pas dépasser mes maximums, fait que si mes maximums n'ont pas évolué, n'ont pas augmenté, ben je suis limité pour l'instant à 3 d'ADN de base puis à 1 ADN avancé. Fait que si gagner 4 ADN de Joker, ben je pourrais gagner par exemple 1, 2, 3, 4 comme ça, parce que je peux pas aller plus loin que ça pour l'instant. Les faces particulières, il y en a 2. Il y en a une qu'on vient de voir, elle était sur ce dé-là. Elle était sur ce dé-là. J'ai l'ouvrier qui est une face particulière, puis on a également quelque part un petit enclos qui est une face particulière. Pour aller chercher ces 2 faces-là qui sont spéciales, je dois placer mon scientifique
numéro 3 dessus. Fait que par exemple, le joueur rouge pourrait décider, ben moi je m'en vais chercher celui-là. Lui va donner un enclos, va me permettre d'améliorer l'un de mes enclos. Lui va aller me chercher un ouvrier supplémentaire. Fait que si je prends celui-là, je vais aller me chercher un de mes ouvriers que j'avais mis de côté au début du jeu, puis je vais aller le placer dans ma zone personnelle. Je suis maintenant rendu avec 5 ouvriers. Puis si je prends celui-là, ben là, présentement, le seul enclos que j'ai, c'est un enclos de niveau 1. Fait que je vais aller me chercher un enclos de niveau 2. Fait qu'on voit qu'il y a 2 espaces pour mettre des dinosaures. Et je vais aller le remplacer dans ma zone de jeu. Maintenant, je peux construire 2 hadrosaures dans mon parc d'attractions. Fait que ça, c'est pour les dés d'ADN. Le deuxième endroit où on peut aller, si par exemple là, ça redevient au joueur blanc, il peut aller juste ici pour se chercher des recettes de dinosaures. Fait que si il va placer son numéro 3 juste ici par exemple parce qu'on voit que je dois placer le 3, ici je dois placer minimalement le 2 et lui je dois placer minimalement le 1, donc n'importe lequel. Fait que si je place mon numéro 3 ici, ben le joueur blanc vient de trouver la recette pour pouvoir commencer à construire des spinosaures. Il va aller placer ça dans son parc d'attractions. Si moi ensuite, à mon tour de jeu, le joueur rouge, il va prendre le numéro 1, ben je peux commencer à construire des brachiosaures. Quand on choisit une tuile, on la place dans sa zone de jeu où on veut, en autant qu'on puisse lire le nom, c'est-à-dire que je peux pas la placer dans l'autre sens. Il faut que je la place toujours à l'endroit. Et les recettes prennent toutes 2 cases. Et on ne révèle pas de nouvelles tuiles tout de suite, fait qu'il y a juste 3 dinosaures qui sont disponibles dans chaque phase de recherche. L'autre endroit où on peut aller, le joueur rouge pourrait aller par exemple juste ici, et ça va lui donner un ouvrier de plus pour la phase suivante. Fait qu'on va prendre ce scientifique-là, va devenir un ouvrier comme s'il était un meeple dans la phase suivante. Le dernier endroit qu'on peut aller, c'est juste ici. On va aller augmenter nos réserves maximum d'ADN. Fait qu'en allant placer un scientifique de valeur 1 ici, je peux augmenter l'une de mes pistes en augmentant le maximum de 1. Si j'avais placé le 2, je pourrais choisir un cube qui bouge de 2 ou 2 cubes différents qui bougent de 1. Même chose pour le 3, fait que n'importe quelle combinaison de 3 cubes noirs qui bougent, le même ou différents cubes, qui bougent. Je précise finalement pour mettre fin à cette phase-là que souvent les cartes plot twist qu'on a choisies en début de partie vont venir affecter les différentes phases du jeu. Ça va être écrit dans le coin de la carte quelle phase ça affecte. Fait que par exemple, cette carte-là que nous on a pigée affecte la phase 1. Je suis en phase 1. Comment ça l'affecte? À chaque fois qu'un joueur choisit un dé de gagner un dé d'ADN, fait que les joueurs l'ont fait chacun une fois, ils vont gagner 2$. Fait que le joueur rouge et le joueur blanc ils restent chercher 2 sous de plus. Fait que ça c'est pour la phase de recherche. Dans la phase de marché, qui est la phase 2 du jeu, qui est indiquée sur le plateau juste ici, chaque joueur va avoir à prendre 2 actions de marché. On va les prendre une à la fois. Le joueur blanc va prendre sa première, le joueur rouge va prendre sa première, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que tous les joueurs aient pris 2 actions. On a différentes options. La première, on peut tout simplement passer son action pour faire 2$. Si jamais on est mal pris puis on n'a rien d'autre qu'on peut faire. On peut acheter de l'ADN. Si on achète de l'ADN, on va tout simplement gagner 2 ou 3 ADN de base si on paie respectivement 2 ou 3$. Ou 1 ou 2 ADN avancés si on paie respectivement 4 ou 5$. Dans tous les cas, si on choisit de gagner de l'ADN, par exemple, si le joueur blanc avec sa première action décide de gagner 3 ADN de base, il paie 3$. Et il peut également défausser l'une des options, fait que l'une des tuiles ou l'une des cartes, puis l'enlever tout simplement du plateau. Disons qu'il enlève celle-ci, il ne voudrait pas que l'autre joueur l'achète. Fait que ça, c'est pour gagner de l'ADN. Ça fonctionne de la même façon que les ADN avancés. La deuxième chose qu'un joueur peut faire, c'est aller chercher des améliorations de laboratoire. S'il fait ça, il va aller tenter d'améliorer son labo de recherche qui est représenté juste ici. C'est là qu'il y a la phase d'ouvrier. Fait qu'il va soit acheter l'une des 2 améliorations de base, chaque joueur peut l'acheter maximum une fois dans la partie, pour respectivement 3 ou 5$. Fait que si par exemple j'achète le Dino Research 2, je peux l'acheter une fois, je vais aller remplacer mon Dino Research 1 juste ici, ça m'a coûté 3$, ça a pris une de mes 2 actions. Sinon, on peut aller chercher l'une des 4 tuiles d'amélioration qui est disponible. On va payer le coût de la rangée dans laquelle elle se trouve. Par exemple, je peux payer 4$, prendre celle-ci. Je vais aller le placer dans ma zone Under Construction. Quand ma zone Under Construction sera pleine, je peux tout à fait continuer à acheter des tuiles. Je n'aurai qu'à recouvrir des zones qui sont déjà placées sur le plateau. Puis si je recouvre une autre tuile, ben, je laisse la tuile précédente qui est là. Ça fait juste prendre une place de moins. Je peux également acheter des spécialistes, c'est la dernière colonne. Les spécialistes vont coûter 2, 3, 4, 5$ aussi, selon la rangée dans laquelle elle se trouve. Si on achète un spécialiste, par exemple, lui a coûté 4$, on va aller le placer sous son plateau de jeu comme ça. On voit qu'on a 3 zones pour acheter des spécialistes, à moins justement qu'on ait certaines améliorations qui me permettent d'en avoir un de plus.
Fait que ça, c'est pour les améliorations de laboratoire, l'ADN, les spécialistes. La dernière chose qui reste, ce sont les attractions. Les attractions, c'est un petit peu plus particulier. Quand je vais vouloir acheter une attraction, j'aurai à additionner le coût de l'attraction au coût de la rangée dans laquelle je le prends. Et ensuite, j'aurai à aller placer cette attraction-là sur mon plateau personnel. Si par exemple, j'achète l'attraction qui est ici, elle va me coûter 7 plus 3, donc 10$. Je la place où je veux. Les attractions vont me donner accès à des discounts et vont me permettre d'accueillir plus de visiteurs à la fin du tour de jeu. Fait qu'ici, je vais pouvoir accueillir 3 visiteurs de plus par tour. Quand tous les joueurs ont pris 2 actions de marché à tour de rôle, ben on passe à la phase suivante. Ensuite, j'ai ma phase 3 qui est la phase d'ouvrier en tant que telle. C'est là qu'on va utiliser ces différents workers, plus potentiellement le scientifique qu'on va avoir placé comme worker supplémentaire. Là, la phase d'ouvrier comme ça, elle est simultanée. Fait que tous les joueurs peuvent le faire en même temps. Il n'y a pas d'ordre de tour de jeu en tant que tel. Puis les joueurs prennent leur action dans l'ordre qu'ils le veulent selon les besoins qu'ils ont. Fait qu'on va tout simplement déplacer ces ouvriers sur son plateau personnel et faire l'action qui est désignée. Par exemple, je pourrais placer un ouvrier juste ici et faire 3$. On voit qu'ici, j'ai de la place pour 3 ouvriers qui peuvent rapporter respectivement 3, 2 ou 1$. Ici, j'ai de la place juste pour un ouvrier. Je vais pouvoir aller raffiner de l'ADN. Fait que je pourrais donner 2 types d'ADN de base pour en gagner un avancé. Puis selon les couleurs que j'ai besoin, mais je peux le faire une fois, mais j'ai 3 possibilités. Ici, je peux créer un dinosaure. Ici, on me dit que je dois mettre 2 ouvriers. Fait que si je veux le faire une deuxième fois dans le même tour de jeu, j'aurai à placer 2 ouvriers pour aller créer un dinosaure. Ici, là, moi, j'ai acheté une tuile qui me permet de dire, ben moi, je gagne gratuitement un ADN avancé en allant placer un seul ouvrier. Puis si j'en place 2 de plus, mais je peux gagner un deuxième ADN avancé de mon choix. Fait que ici, là, ça va dépendre de ce que nous avons comme option. Il y a 4 options qui sont disponibles à tous les joueurs en début de partie. Et les autres options, on va les développer en achetant différentes avancées de laboratoire. Parlons quand même des options de base. Là, j'ai déjà parlé de l'ADN. L'ADN, pourquoi on en veut? Ben, c'est que si je prends l'option de créer un dinosaure, j'aurai à payer de l'ADN. Par exemple, ici, si je veux me construire un brachiosaure ou me développer un brachiosaure, ben, il va falloir que je dépense un ADN bleu, un mauve et un jaune. Fait que si par exemple j'étais comme ça, ici, ben, je pourrais dire je prends l'action dinosaure, je dépense un bleu, un mauve et un jaune, et je gagne un brachiosaure. Le brachiosaure, on me dit que c'est un herbivore, fait que je vais aller prendre un meeple herbivore et je vais aller le placer dans les paddocks, dans l'enclos de cette tuile-là. Les différentes affaires que ça va faire, ben ici le brachiosaure, il y a un niveau de menace de 1, il y a un point rouge, fait que mon niveau de menace va augmenter de 1. Le brachiosaure, il y a un niveau d'intérêt pour la foule de 2, c'est ça la valeur du triangle. Fait que dans le niveau d'intérêt de mon parc, je vais aller augmenter ça de 2. C'est très important pour la fin du tour de jeu. Fait que maintenant, j'ai un parc qui est plus intéressant à visiter. Et à la fin de la partie, je rappelle que chaque brachiosaure que je vais avoir dans cet enclos-là va me valoir 2 points de victoire. Mais ça, c'est à la fin de la partie. Justement, parlant des enclos, comment je peux les améliorer? Ben ici, j'ai une action où je peux améliorer mes enclos. Les enclos, je vais les améliorer puis je vais payer le coût selon le niveau de l'enclos que je veux. Fait qu'un enclos de niveau 2 va coûter 2$. Un enclos de niveau 3, je peux avoir 3 dinosaures, va coûter 3$. Et on a également des enclos de niveau 4 qui vont coûter 4$. Fait qu'en plaçant un ouvrier là, je pourrais dire, ben je paie 2$, je remplace cet enclos-là par cet enclos-là, et maintenant, je pourrais me bâtir ou me développer un deuxième brachiosaure. Fait que ça remonterait mon niveau d'intérêt de 2, ça remonterait mon niveau de menace de 1, etc. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, si par exemple je prenais 2 ouvriers comme ça pour me construire, puis j'avais les ressources pour le faire, puis je me construis un deuxième brachiosaure, ben là mon niveau de menace commence à être élevé, parce que si je fais ça comme ça veut dire que mon niveau de menace monte juste ici. Ça montre aussi par contre que le niveau d'intérêt pour mon parc monte jusqu'ici. Mais là, je vois que mon niveau de menace commence à être haut par rapport à mon niveau de sécurité. Fait que je pourrais prendre mon scientifique que je m'étais transformé en ouvrier dans la phase précédente pour également monter mon niveau de sécurité. Cette case-là sert à monter les enclos, mais aussi le niveau de sécurité. Quand je veux monter le niveau de sécurité, ben, je paie le coût de la zone où je me trouve. Fait qu'ici, monter le niveau de sécurité va me coûter 1$. Si je veux le monter une autre fois, ça va me coûter 2$, 2$, 3$, puis ainsi de suite. Je précise qu'à chaque fois que je place un ouvrier là, je peux le monter au niveau de sécurité une fois. Fait que j'aurai à placer plusieurs ouvriers pour le monter plusieurs fois. Fait que dans mon cas, disons que c'est ce que j'ai fait plutôt que de construire un autre brachiosaure. Et les autres actions, ben, c'est tout simplement généralement de jouer avec l'ADN, de jouer avec l'argent, d'optimiser les actions qu'on va avoir à faire, d'être le plus efficace
possible. Je précise que si le niveau de menace dépasse 10, on va tout simplement, comme je l'avais montré dans la mise en place, mettre un petit plus 10 comme ça, puis on va continuer. Même chose pour mon niveau de sécurité, il peut dépasser 10, puis si c'est le cas, ça va me coûter 5$ à chaque fois que je veux monter son niveau de 1 au-delà de 10. Fait que on fait ça, puis ça c'est de façon simultanée, fait que les joueurs font juste révéler, j'ai construit tel nouveau dinosaure, j'ai fait tel nouveau truc, j'ai développé tant d'ADN, on ajuste le niveau d'intérêt du parc selon les dinosaures qui ont été construits, on ajoute le niveau de menace, on ajuste le niveau de menace selon les dinosaures qui ont été construits. Je précise, parce que ça, à force on le sait, les carnivores vont toujours avoir un niveau de menace. Comme on voit ici, les carnivores vont toujours avoir un niveau de menace de 2, tandis que les herbivores vont toujours avoir un niveau de menace de 1. La quatrième phase, telle qu'indiquée juste ici, c'est la phase de visiteur. Dans la phase de visiteur, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller vérifier c'est quoi le niveau d'intérêt que notre parc a. Présentement, j'ai un niveau d'intérêt de 5. On va aller chercher notre gros sac de visiteurs, puis on va aller piger un jeton, un meeple, par visiteur par niveau d'intérêt que j'ai. Là, j'ai été chanceux, j'ai pigé 5 clients. Avoir été malchanceux, j'aurais pu piger aussi des voyous. Disons que pour mon intérêt, j'ai pigé un voyou. Première chose qu'on va faire, c'est que ces meeples-là, on va aller les mettre à l'entrée de notre parc. On va aller compter le nombre de clients qui sont prêts à venir payer pour rentrer dans notre parc et on va faire 1$ par client. Dans mon cas, j'ai 4 clients, le voyou ne compte pas, je fais immédiatement 4$. Quand c'est fait, on va aller déployer les visiteurs à l'intérieur de notre parc. Les visiteurs peuvent aller sur n'importe quelle case qui a un symbole de meeple. On déploie toujours les voyous en premier, puis le voyou va juste bloquer la case, il ne nous rapporte rien. Fait que je vais aller placer mon voyou. Je peux aller placer par exemple des visiteurs juste ici, disons que j'en place 2. Et les paddocks, les enclos de dinosaures, peuvent accueillir un visiteur par dinosaure qu'il y a dans l'enclos présentement. Fait que ici, même si mon enclos il y a 2 places, même chose pour l'autre, j'ai juste un dinosaure, fait qu'il y a juste un visiteur qui peut aller dans chaque zone. Je précise que si j'avais pas de place pour accueillir le visiteur, par exemple, si je n'avais pas cette tuile, ben ces 2 visiteurs-là seraient juste bloqués à l'entrée, ils ne seraient pas capables de rentrer dans le parc parce qu'ils n'auraient pas de place où aller. Fait que là, je ne serais pas content de mon voyou parce qu'il me bloquerait un espace. Dans mon cas, je suis chanceux, j'ai cette tuile-là, ce n'est pas le cas, ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'attraction, de parc d'attraction. Quand ça c'est fait, ben là, on va vérifier notre niveau de menace. On va aller regarder si j'ai un problème présentement, ce qui est le cas, parce que j'ai présentement un threat level de 3, puis j'ai un niveau de menace de 2. Fait que là, j'aurais un problème. Dans mon cas, par exemple, petite erreur, j'ai un niveau de menace de 2 parce que j'ai juste 2 dinosaures herbivores. Fait qu'avec mon niveau de sécurité, je serais correct. Si mon niveau de sécurité, par contre, était plus bas que mon niveau de menace, ben pour chaque point manquant, disons que j'ai un niveau de menace de 4 puis j'ai un niveau de sécurité juste de 1, pour chaque point manquant, dans ce cas-ci, ça serait 3, dans ce cas-ci, ça serait 1. Il y a un de mes visiteurs qui va mourir et je vais perdre un point de victoire. Fait que si je fais pas attention au niveau de menace, si présentement j'avais un niveau de sécurité juste de 1, ben il faudrait que j'enlève un visiteur de quelque part, je perdrais un point de victoire pour indiquer que c'est pas très bon pour ma réputation. Quand j'ai vérifié mon niveau de menace, si mon niveau de sécurité est assez haut pour contenir mon niveau de menace, tout est beau. On compte le nombre de visiteurs qui restent, puis je ramasse un point de victoire pour chaque visiteur. Fait que ici, je pourrais faire 3 points de victoire. Le voyou ne compte toujours pas. Je précise que si j'ai des attractions qui sont des restaurants, qui sont indiqués par ce symbole-là, on le voit sur la tuile, lui, à la place de faire un point de victoire, il a l'option de faire 2$ supplémentaires pour m'aider dans ma prochaine phase de marché. Option que les enclos de dinosaures n'ont pas. Lui, je ne peux faire que des points de victoire. Fait que quand tout le monde a déployé ses visiteurs, a fait son argent pour les visiteurs qui attendent en ligne, a fait ses points de victoire pour les visiteurs qui ont été voir des attractions à l'intérieur du parc, a éventuellement perdu des points de victoire si son niveau de sécurité n'était pas assez haut, mais on passe à la phase suivante. Dans la dernière phase, c'est la phase de clean-up. On va replacer le plateau pour le prochain tour de jeu. On va commencer par replacer l'ordre de tour de jeu. On va y aller avec celui qui a le moins de points de victoire jusqu'à celui qui en a le plus. Fait que dans ce cas-ci, ce serait le joueur rouge qui commencerait pour le prochain tour. Puis si on était 3 joueurs, ben on va aller celui qui a le moins de points, il est premier. C'est le deuxième moins, il est deuxième. Celui qui en a le plus serait 3e joueur. Quand ça c'est fait, on va aller replacer notre marché. Fait que le marché, on va aller défausser tout ce qui reste dans la ligne de 2$, la ligne qui est la plus en haut. On va baisser toutes les autres tuiles vers le 5$, puis ensuite on va piger tout simplement des nouvelles cartes puis des nouvelles tuiles pour remplacer. Je précise que là, à partir de ce moment-là, on ne replace plus les tuiles d'attraction dans leur ordre de coût, on les place dans l'ordre qu'on les pige. Fait que si au premier tour de jeu, il y a 3 joueurs qui ont acheté des attractions,
actions, ben l'attraction qui reste, on va la descendre jusqu'aux 5$, à moins que ça soit celle qui était vis-à-vis le 2, là, on va juste la défausser. Puis ensuite, on va repiger en partant du bas vers le haut, et là, peu importe leur valeur, on va les placer dans les ordres qu'on les a pigés, dans l'ordre qu'on les a pigés. Quand on fait la même chose avec les spécialistes, on fait la même chose avec les tuiles d'amélioration de laboratoire. Quand ça c'est fait, on va aller révéler des nouvelles recettes de dinosaures. Fait qu'on va tout simplement aller révéler la première tuile de chaque pile où les joueurs ont été en chercher un. Les joueurs vont récupérer leurs ouvriers, vont récupérer leurs scientifiques. On va remettre les visiteurs à l'intérieur du sac. On va regarder si on a des plot twists qui prennent effet à ce tour-ci. Par exemple, cette carte-ci me disait en début de partie, je n'ai pas de voyous dans le sac, mais à la fin du round 1, j'ajoute 5 voyous, puis à la fin du round 2, j'ajoute encore 5 voyous à l'intérieur du sac. Et quand on a fini de faire notre clean-up phase, ben on recommence avec la phase 1, la phase de recherche. On va rerouler les dés, on va placer nos scientifiques, on va aller à la phase de marché, prendre 2 actions, la phase de placement d'ouvriers dans notre laboratoire, créer des nouveaux dinosaures, etc. On va retourner à la phase de visiteurs, phase de clean-up, puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'il ne nous reste qu'un objectif qui est atteint. Je le redis pour être sûr que c'est bien clair, à n'importe quel moment pendant le tour de jeu, on avait certains objectifs qui étaient donnés, puis à n'importe quel moment, si un joueur atteint l'un des objectifs, il va aller placer son marqueur dessus, et pour se rendre là seulement, les autres joueurs peuvent tenter d'atteindre le même objectif. Par exemple, celui-là, il dit, je dois créer 2 dinosaures dans le même tour, en ne comptant pas mon espèce de base, qui est le Hadrosaure. Donc, si un joueur réussit à créer 2 dinosaures dans le même tour, il place son jeton comme ça. Si un autre joueur, dans le même tour de jeu, crée 2 dinosaures également, il va aller placer aussi son jeton dessus pour montrer qu'il a atteint cet objectif-là. Quand on a toutes les cartes de fête sauf une, c'est le dernier tour de jeu. Donc, on continue comme ça, puis à la fin, on compte les points de victoire, comme je l'ai déjà mentionné initialement. Donc, voilà pour les règles de Dinosaur Island. J'espère que ce fut clair pour vous. Fait que maintenant, de mon côté, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Ben d'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu dont les composantes sont extrêmement satisfaisantes. Les tuiles, c'est des tuiles de bonne qualité, c'est des tuiles épaisses, même chose pour les jetons. Les meeples, les cubes, c'est une espèce de plastique très agréable à manipuler. Les meeples de dinosaures, contrairement à la version précédente, dans la première édition, on avait juste des triceratops comme meeples. Là, on a des tyrannosaures pour les grands carnivores, on a des raptors pour les petits carnivores, on a toujours les triceratops pour les herbivores. Fait qu'on a une plus grande variété visuel sur le plateau. L'iconographie du jeu est claire. Où sont les points de victoire, où sont les niveaux de menace, où sont les niveaux d'intérêt pour le parc. L'iconographie est très claire, on s'en tire très bien. La qualité des cartes est super bonne aussi. Les plateaux, je les trouve extrêmement agréables aussi, extrêmement satisfaisants. On a un plateau qui est un bon vieux recess, un plateau qui est renfoncé pour pouvoir les placer ses cubes, fait qu'il n'y a rien qui se déplace là-dessus. J'aurais aimé que celui avec nos tuiles de parc, ça fasse la même chose, pour qu'il n'y ait rien qui se déplace là-dessus. C'est pas la fin du monde, mais j'aurais aimé ça. Sinon, peut-être au niveau... La seule chose que je dirais au niveau des composantes qui est un petit peu plus désagréable, c'est la place que le jeu prend sur la table. Parce que si, par exemple, on joue une partie à 3 joueurs, ben dans une partie à 3 joueurs, on va avoir ça en triple. Fait qu'on a ces 2 plateaux-là, 3 fois chacun. Dans une partie à 3 joueurs, on va également avoir ces 3 plateaux-là une fois chaque. Fait qu'on a le plateau marché, recherche, puis point de victoire. Ce qui nous fait un grand total de 9 plateaux différents sur la table de jeu. Une partie à 4 joueurs, ça en fait 11. C'est énorme, ça prend énormément de place. C'est peut-être la seule critique que je dirais. Mine de rien, au niveau des règles, c'est un jeu qui est très bien expliqué. Le livre de règles est facile à prendre en main, c'est facile de se retrouver, c'est facile de trouver l'information quand on en cherche une à l'intérieur du jeu. Mes 2 composantes préférées, j'ai les dés que j'adore. C'est des dés qui représentent l'ambre dans lequel on fouille pour trouver de l'ADN de dinosaure. Fait que des dés semi-transparents, une espèce de jaune-orange. Très 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 bonne qualité. Et c'est niaiseux à dire, mais je suis quelqu'un qui est grand de main. Le sac dans lequel on pêche, c'est à peu près la seule fois dans ma vie que j'ai vu un sac qui est assez grand pour que je rentre ma main dedans. J'apprécie grandement. Cela étant dit, au niveau du gameplay, ben, c'est un jeu qui est découpé par phase. C'est un jeu que chaque phase, c'est comme une mécanique différente. J'ai un petit peu de placement d'ouvriers dans la phase de recherche, mais j'ai aussi de la sélection de dés, du draft de dés. Dans la deuxième phase, ben là, c'est une phase d'achat, fait qu'on va dépenser de l'argent pour acheter des améliorations. Troisième phase, c'est du vrai worker placement. Puis la quatrième phase, c'est la gestion de mon parc, avec une phase de clean-up à la fin. Et j'aime chacune de ces phases-là. Dans la phase de recherche, on a des choix extrêmement intéressants à faire parce que les choix sont très limités. J'ai un dé qui me donne un nouvel ouvrier pour le reste de la game. J'ai la recette du carnivore dont j'ai absolument besoin.
mais il faut que je monte mes réserves en même temps. Fait que je fais quoi avec mon scientifique numéro 3? Est-ce que je vais prendre le worker, puis le dinosaure sera peut-être plus là? Est-ce que je monte mes réserves, mais là, le worker sera plus là? Etc., etc. Il y a des choix extrêmement intéressants à faire. Je précise aussi une petite règle que je pense que j'ai oublié de préciser. Le dé qu'on met de côté dans la phase de sélection de dé, son niveau de menace qui est dessus, celui qu'on n'avait pas choisi, qui restait le nombre de pipes le plus haut, il va se rajouter à notre phase de menace à nous autres. Fait que quand on va arriver dans la phase de marché, puis dans la phase de placement d'ouvriers, à la fin d'un tour de jeu, il faut penser pas juste à notre menace ici, mais il faut penser aussi à la menace de cette sélection de dés-là qui est au début, parce que le dé qu'on n'aura pas pris va s'ajouter à la menace pour le tour en cours. Fait que si ce dé-là, il y avait 1 point dessus, puis moi j'ai 2 niveaux de menace dans mon parc, mais mon niveau de menace total va être de 3. Ce qui fait que ma sélection de dés est extrêmement intéressante en début de partie parce que j'ai ça également à penser. J'ai cette ressource-là, ce dé-là qui me donne telle ressource, je suis le dernier à choisir, mais si je prends ce dé-là, par contre, il va avoir plus de points qui vont rester, fait que le niveau de menace va être plus difficile à gérer. Moi, je suis correct, mon niveau de sécurité est haut, je sais que tous les autres joueurs ont de la misère avec ça, fait que je vais choisir ça parce que ça va faire du trouble aux autres. Fait que s'il y a vraiment des choix intéressants là-dedans. Dans la deuxième phase, dans la phase de marché, je trouve qu'il y a des choix intéressants aussi parce que là, ce que je vais construire des attractions qui coûtent très cher mais qui me permettent de placer plus de clients qui vont venir visiter mon parc, ou je peux placer des restaurants qui vont me permettre de chercher davantage d'argent, des spécialistes qui vont me donner des bonus, qui vont me donner des ouvriers supplémentaires. Je vais améliorer mon laboratoire parce que quand j'arrive à la phase 3, qui est ma phase préférée du jeu, c'est la phase de worker placement, je vais placer mes ouvriers dans les différentes zones de laboratoire que j'ai. Fait que dans la phase 2, il y a une partie engine building, je vais aller chercher, essayer d'optimiser mes actions si je peux. C'est une action qui me prend 2 ouvriers, mais j'ai réussi à m'acheter une amélioration de laboratoire qui fait que la même action ne m'en prend qu'un, je viens de me libérer un ouvrier à tous les tours de jeu jusqu'à la fin de la partie. Fait qu'il y a une partie engine building, j'aime comment la partie worker placement elle est simultanée, je fais mes affaires dans l'ordre que je veux sur mon plateau, j'envoie un ouvrier là, ça me prend dedans de l'ADN que j'ai besoin pour construire un dinosaure, fait que j'envoie un ouvrier développer un dinosaure, mon niveau de sécurité est plus assez élevé, j'envoie 2 autres ouvriers monter mon niveau de sécurité de 2, etc., etc. J'aime beaucoup ça, comment ça se passe, sauf que faut le savoir, c'est un jeu qui n'a pas énormément d'interaction entre les joueurs parce que tu fais ton affaire de côté. Ton interaction, c'est surtout de bloquer les moves, bloquer les intérêts, les avancées des autres joueurs parce que tu vas aller défausser une amélioration qu'il va aller avoir, tu vas aller chercher la recette de dinosaure avant que lui la prenne, tu vas prendre des choses avant que les autres se prennent. Fait que c'est un jeu que l'ordre de tour de jeu est extrêmement important. Évidemment, comme tous les worker placement, mais la phase de worker placement est super intéressante. Dans la phase 4, c'est intéressant aussi comment les clients ça fonctionne. J'aime un petit peu moins la règle des voyous parce que j'ai vu des parties où il y a des joueurs qui sont super malchanceux, qui pigent 8, 9 clients, puis là-dessus il y a 5, 6 voyous. Je pense qu'il y a 10 voyous au total sur 80 meeples. Fait qu'on peut, généralement on en pige un ou deux, mais des fois tu peux être malchanceux puis t'en piges 6-7, puis là c'est 6-7 points de victoire de moins pour ton tour, c'est 6-7$ de moins pour ton tour. Des fois c'est plus que 6-7$ parce que tu as certains restaurants dans lesquels tes clients s'en allaient. Fait que ça change ton tour suivant. Quand t'en piges juste 1 ou 2, c'est pas si pire, mais quand t'en piges plus que ça, on dirait que c'est une règle que je la trouve un petit peu plus maladroite. C'est la seule chose que je vais reprocher au niveau des règles. J'adore comment les objectifs fonctionnent, qui permettent de choisir la longueur de la partie. Fait que quand tu montres le jeu à quelqu'un, tu choisis des objectifs de type court. Puis si tu as le goût de jouer une partie de 3h, 3h30, tu joues des objectifs de type long, puis tu t'ennuies pas tout au long, ça te permet de remplir tout ton parc, d'avoir plein de dinosaures à la fin. Des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un jeu qui mélange plein de belles mécaniques. Si on aime les gros jeux de type Euro, avec il y a de la sélection de dés, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, tout ça, c'est un jeu qu'on devrait grandement aimer. Je précise aussi au niveau visuel, c'est un jeu qui est très très coloré, qui est très très éclaté. Il y a du rose, du jaune, du orange, du vert, toutes des couleurs éclatantes. Fait que c'est un jeu qui a une très belle présence sur table. Fait que j'espère que ça va t'avoir aidé à brancher, à savoir si c'est un jeu qui t'intéresse. Moi, la vidéo va se terminer ici, mais avant qu'il se termine, justement, si c'est un jeu qui t'intéresse, ça va être le jeu pour notre concours du mois, notre concours du lundi. Avant d'expliquer les règles de celui-ci, on va féliciter et récompenser notre gagnant du mois précédent. Fait qu'on a fait piger une copie du jeu Black Angel. C'est monsieur Jean-Claude Deschamps qui se mérite la copie du jeu Black Angel. Fait qu'on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous transmettre la copie. Envoyez-nous un message, on va s'arranger. Donc, monsieur Deschamps, félicitations. Black Angel vous appartient.
Pour notre concours du mois, ben, je rappelle les règles de base. Fait on va avoir une participation tous les lundis. On va avoir une petite vidéo qui va faire partie du concours. Si on va répondre à la question qui est posée dans la vidéo, ça va nous donner une participation. Et on va avoir également une participation qui est donnée automatiquement à tous nos Patreons qui sont à 5$ ou plus sur notre page, notre campagne Patreon. Fait que pour ce mois-ci, donc évidemment, on va vous faire tirer une copie de Dinosaur Island, la 2e édition. Fait qu'avec les nouveaux meeples, c'est une copie en anglais, je le précise. Et pour ce mois-ci, ben, je vous pose la question, quel est votre film préféré à thématique de dinosaures? On en connaît plusieurs. Est-ce que c'est vraiment Jurassic Park? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que c'est la nouvelle série qui vient de partir? Fait que quel est votre film préféré de dinosaures avec une thématique de dinosaures? Je vous invite à laisser votre réponse dans les commentaires YouTube juste en dessous de ce vidéo-là. Et sur ça, évidemment, je vais venir vous inviter par le fait même à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est encore fait. Venez nous visiter sur notre page Facebook, notre Twitter, Instagram et à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao!